On a préparé un certain nombre d'interventions pour essayer d'organiser au mieux ce débat. Et la première, c'était deux questions posées. Alors, ces questions ont été transmises à Jean-Claude hein, hier ou ce matin. Muriel, j'ai vu que tu étais là. Est-ce que tu veux poser les deux ou questions que nous avais transmises? Muriel, Oui, vous m'entendez? on t'entend, vas-y. Oui, bonjour. Oui, j'étais pas spécialement prête. J'avais développé mes questions par écrit, donc je n'étais pas prête à les dire comme ça au débeauté. Euh, Moi, c'est un questionnement qui vient de la façon dont la crise sanitaire a été gérée en France. Enfin, il y a des voix qui se sont élevées en France pour dire que ce recours au confinement, c'est une méthode moyenâgeuse qui vient du fait qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux en réanimation pour pouvoir traiter les malades. Enfin, il y a cette idée qui arrive que avant, il y a d'abord une épidémie qui se transforme ensuite en crise sanitaire parce que l'état du système de soins et de santé en France n'est pas à la hauteur, n'est pas en capacité de faire face à cette épidémie. Voilà. Donc j'avais une question. Or, le confinement a été pratiqué en Chine de façon totale, drastique, et manifestement, il a montré son efficacité. Donc ma question, c'était de savoir si on avait les chiffres qui permettaient de comparer le nombre de places dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux et en particulier en réanimation par habitant en Chine et en France et en Europe. Et puis l'autre question, c'est est-ce que moi je considère que le confinement français, il est liberticide. Il est problématique aussi pour les oppositions politiques. Il nous prive de toute possibilité d'expression, de contestation, d'opposition de la manière de gérer la crise. Donc voilà comment on fait pour critiquer le confinement français sans mettre en difficulté la Chine et sa façon à elle de gérer et sa façon efficace à elle de gérer la crise. Voilà en gros ma question. Ok, ok, merci Muriel. J'ai, euh, ce sont des questions de première importance, évidemment. J'ai euh, j'ai un peu regardé les statistiques, c'est l'intérêt de m'avoir transmis les, les questions à l'avance. Euh, j'ai regardé disons, l'annuaire annuel, il y a pas grand-chose. Euh, j'ai dû d'abord traduire ton vocabulaire. Tu m'as parlé de place en réanimation. Alors, c'est peut-être le langage technique, et moi j'ai traduit ça avec l'aide de Peggy Cantave, avec laquelle je me suis mis en communication. J'ai traduit ça en unité de soins intensifs. Unité de soins intensifs, c'est comme ça que j'ai compris. Et Peggy aussi et son mari, voilà, qui ont mobilisé plusieurs personnes, l'ont compris. Alors, je vais d'abord parler de la gestion chinoise de la crise sanitaire et ensuite de ces questions, de, de ces statistiques ou de ces informations concernant le matériel chinois disponible. Alors, la gestion de la crise, est-ce qu'elle est autoritaire? Et il y a aussi les médecins qui sont ça n'est pas, à ma connaissance, Xi Jinping a réuni ses copains, là, et il a dit, ben voilà, on va faire ça et ça. Ils ont un contact très étroit avec le corps médical. Et le corps médical a été très étroitement mobilisé avec toutes les autres autorités ordinaires. Ce qu'ils ont clôturé de manière précise, c'est la région du Hubei et plus particulièrement la ville de Wuhan et deux ou trois autres villes dans le Hubei. C'était le centre de l'épidémie. Ils ont donc décidé de fermer, mais non pas de fermer
en isolant les gens et en les laissant pourrir. Ils les ont isolés, mais en leur apportant une aide importante, car ils ont immédiatement construit des structures médicales susceptibles de faire face à l'épidémie dans cette zone, et ils ont immédiatement non seulement construit des structures médicales, mais apporté un nombre conséquent, je pense c'est 40 000, mais il y en a sans doute d'autres qui sont venus, médecins et infirmiers pour prendre en charge les personnes malades. Donc, et moi, je pense que ça, c'est une indication technique, médicale. Il y a une épidémie, c'est pas seulement le Moyen-Âge. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on soit susceptible de faire autrement que de circonscrire les zones de l'épidémie tout en leur apportant les soins nécessaires. Mais en Chine, hors de ces zones, la situation était tout à fait différente et pour une raison, à mon avis, disons, c'est intuitif, c'est personnel, c'est qu'on disposait de masques. Voilà, c'est aussi bête que ça. Non seulement les hôpitaux ont des matériels, mais les individus avaient des masques. Et quand on a un masque, on protège les autres de sa propre éventuelle infection et on est, d'une certaine manière, protégé des autres de leur infection. Et donc, les masques ont été un dispositif de première importance, hein, et ça a fait défaut. Et du coup, il y a eu toutes ces contorsions, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Même Bachelot était écœuré par ce genre de truc. Je peux comprendre à travers les réseaux sociaux que même Bachelot, qui avait importé ou fait des stocks de masques au moment de je ne sais quelle grippe, a été outré par la façon dont a été gérée cette crise. Cette crise qui vient, donc ce manque, vient non seulement de Macron, mais qui vient en même temps de plus loin. Hein. Il y a une déliquescence de la gestion sanitaire dans ce pays. Alors, pourquoi le masque est important? Ça n'a gêné personne, par exemple, pour aller dans une grande surface. Les gens sont au courant des conditions d'hygiène et ils portent le masque. Bon, il faut que je consacre à chaque question un temps. Ce sont des questions immenses, hein, je ne peux pas les. Je me suis renseigné sur le nombre de nuits, et là, ça pose problème. Il y a à réfléchir. Les statistiques que j'ai trouvées concernant les unités de soins intensifs en Chine ne sont pas parmi les plus élevées. Il y a pour 100 000 habitants environ, alors il y a plusieurs chiffres, il y aurait donc des débats statistiques à avoir, mais disons, ça varie entre 4 unités et 6 unités. Voilà. Et quand on va voir le nombre d'unités de soins intensifs aux États-Unis, alors on en trouve 35. Donc 6 pour la Chine et 5 fois plus, disons, 6 fois plus, quasiment 6 fois plus pour les États-Unis. La France, c'est environ 12. L'Italie, c'est 13. Un autre chiffre, le Royaume-Uni. Alors, eux, ils sont bons parce qu'ils ont 6 unités de soins intensifs pour 100 000 personnes, à peu près le niveau chinois. Alors, l'Inde, 2,3. Là, on voit la différence de développement. 2,3. La Corée, 10,6. Alors, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est comment se fait-il que la Chine, qui est moins équipée que les pays développés dans ces domaines, ait cependant
mieux gérer la crise que ces pays. Alors, il m'a semblé utile, évidemment, je ne vais pas retrouver ma feuille de notation, de prendre ce matin le nombre de gens qui ont, voilà, le nombre de gens qui sont atteints pour le coronavirus. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, il y a 1 200 000 personnes qui sont touchées par le coronavirus. Il y a eu 38 morts dès à présent. En Chine, il y a eu globalement, avec une population qui est quand même supérieure à la population américaine, 82 000 personnes affectées et 4 600 décès. Donc, on a d'une part un pays qui est moins développé, mais d'autre part un pays qui est plus efficace. Et qui est plus efficace dans quel domaine? Premièrement, dans le domaine de l'affectation des gens par le virus. Deuxièmement, dans le domaine de la mortalité liée au virus. Alors là, ce ne sont plus uniquement des facteurs techniques qui interviennent, je pense que ce sont des facteurs sociaux. Les facteurs sociaux, c'est l'organisation et la prévention. Les Chinois savent que dans ce pays, il y a des épidémies. Et en 2003, ils ont eu à subir l'épidémie du SARS. Et ils savent que c'est un danger. Donc, ils ont un autre comportement et de prévention et de soins. Avec leur sous-développement technique, ils ont quand même réussi à maîtriser la situation. Alors, je pourrais vous donner d'autres chiffres, mais voilà, sauf si Muriel, je peux te les envoyer à titre personnel. Mais je crois que j'ai donné l'idée. Est-ce que Muriel est satisfaite? Très satisfaite, merci beaucoup. C'est très clair. Donc merci Muriel et Jean-Claude. Et donc je propose la question suivante. Est-ce que Gilbert est bien connecté? Gilbert, t'es pas là? Je t'ai vu tout à l'heure. Ah, Gilbert! Gilbert, non? Tu te caches! Alors, on va passer peut-être à la question de Jean, en attendant Gilbert. Jean, tu as une question précise, tu as une bonne connaissance de la Chine. Est-ce que tu es là? Ah ben, j'ai vu Jean aussi tout à l'heure. Oui, je peux intervenir sur sa question. Oui, oui, oui. Mais je vais la poser pour Jean rapidement. Jean fait référence à une décision de la direction du Parti communiste chinois en octobre 2019, qui est en gros la réaffirmation du choix socialiste et la bataille à mener là-dedans. Et il t'interrogeait un peu sur les conséquences que ça a pu avoir. Est-ce que c'était visible, cette bataille? Oui, alors, bon, Jean sait, on échange encore assez souvent. Je n'ai pas avec le Parti communiste chinois, et notamment avec cette direction suprême, des relations qui m'autorisent à dire et à répondre comme je pourrais le souhaiter à cette question. Mais indépendamment même disons, de la réunion du comité central, parce que j'appelle le comité central, auquel fait allusion très précisément Jean, moi j'avais noté deux choses. Premièrement, et c'est une remarque qui vaut peut-être pour la France aussi. Moi, je ne pense pas que le socialisme soit, selon l'expression
bien connu du film populaire La vie n'est pas un long fleuve tranquille, je ne crois pas que le socialisme soit un long fleuve tranquille. Alors, je pense que les luttes et les combats qui s'y déroulent et qui s'y dérouleront ne s'y dérouleront pas dans les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle. Ça, j'ose espérer, sinon autant aller à la pêche. Non, non, ça sera différent. Et en Chine, par exemple, les gens ne se tuent pas, ne se traitent pas. Et il y a une opposition en Chine, mais il y a des gens qui ne peuvent pas blairer le communisme, le socialisme, mais ils sont enseignants. Récemment, je vais quand même vous dire, récemment, je lisais un bouquin sur le système bancaire et financier chinois. Et j'ai trouvé un livre écrit en anglais de la part d'un type qui a fait ses études à Paris 1. Je peux vous dire, vous promettre, vous certifier que les études qu'il a faites à Paris 1 n'ont pas développé sa conviction révolutionnaire, parce que sur son blog, il écrit à propos des Gilets jaunes des âneries, comme seuls d'autres Chinois qui ignorent ce qui se passe en France peuvent accepter. Voilà. Mais il est allé en France, donc il connaît la France, et il raconte des âneries dignes de Paris 1, voilà, dignes de Paris 1 et de ses copains de Paris 1, qui sont pour une part, qui sont largement des ultra-réactionnaires. Bon, cela dit, son livre sur le système bancaire et financier est tout à fait intéressant, et je continue ça. Voilà. Mais ces gens-là ne sont quand même pas la majorité. Bon, Oui, Gilbert. quand même pas exagéré. Ils sont libres de circuler, ils ont le droit à l'existence. Bon, bah écoute, c'est pas la majorité. de toute façon, tu l'as transmis ta question. Oui, donc voilà. Alors, moi, ce que j'avais. Donc, le socialisme, ça sera une lutte politique. Hein, il n'y aura pas une sorte de grand baobab autour duquel, après manger, les gens se réuniront et tranquillement, en buvant de l'orangeade, discuteront. Non, il y aura une lutte politique. Cela dit, c'est difficile en Chine de percevoir les luttes politiques. Lors de la dernière fête nationale, en octobre 2019, il y avait Xi Jinping, évidemment, mais il a bien pris soin d'assurer, de dire qu'il y a continuité. Et donc, Jiang Zemin était là, Hu Jintao était là, et lui, etc. Et c'est la continuité de la Chine. Tous ces gens sont des partisans, ont fermement dans leur tripes le soin, la préoccupation du peuple et de la nation chinoise. Mais il est clair qu'ils ont des approches différentes. Et par exemple, moi j'avais noté sur Hu Jintao la très grande présence d'un type qui s'appelle Justin Yifu Lin. C'est un Chinois d'origine taïwanaise et qui ensuite est venu en Chine, mais qui en Chine continentale, mais qui a un haut poste d'économiste à la Banque mondiale. Il était très sollicité et on ne peut pas dire quand même que Justin Yifu Lin soit un représentant authentique du marxisme le plus évolué. Non, non, c'est un structuraliste, mais bon, c'est un économiste, il n'est pas dégueulasse, mais enfin quand même, les rapports sur la Chine pouvaient être différents. Et ça a changé. Un deuxième trait, c'est l'affirmation de la part de Xi Jinping, d'abord de la classe ouvrière chinoise, et elle en a bien besoin. C'est une classe nouvelle, elle est fraîche, elle sort à peine de sa glaise natale, elle est encore
je dirais, culturellement paysanne. Elle a sorti de ses rangs des ingénieurs et des techniciens de très haut niveau, mais dans sa masse, elle a besoin d'un soutien et elle aura besoin d'un soutien politique important. Et Xi Jinping ne manque pas, le 1er mai, c'était l'occasion de le montrer. Et il affirme de manière régulière l'importance du marxisme. Et donc, disons, la phrase que m'a transmise Jean me paraît très importante. Je la cite de mémoire: n'oublions pas nos origines. Et ces gens sont issus de milieux qui n'ont pas connu la révolution de la même manière que les ancêtres, mais ils sont marqués de deux manières complémentaires. Je répète, ce sont des défenseurs résolus du peuple chinois et de la nation chinoise. Et à partir de ces deux sources, en même temps que les sources du mouvement de mai 2019, 1919, du 4 mai, mouvement donc, des débuts de la République chinoise, à partir de ces sources, ce sont des gens qui construisent le socialisme. Donc, oui, voilà les changements que je note. Il y a des différences entre Xi Jinping et ses prédécesseurs. Voilà, pour dire les choses rapidement, Jiang Zemin a lancé le développement. Le développement, ça n'a pas été forcément temps. Ensuite, Hu Jintao est arrivé et il a mis un peu de miel sur les plaies, mais il n'a pas forcément colmaté toutes les brèches. Et cette troisième génération, cette troisième équipe, parce qu'un président c'est une équipe, eh bien, elle cherche à construire véritablement la Chine nouvelle dans des conditions mondiales de plus en plus difficiles. Et c'est dans la difficulté que ces gens sont conduits à ne pas oublier les origines. Ça, je crois que c'est voilà pour ce que je pouvais dire sur la question de Jean. Merci Jean-Claude. Donc j'ai eu Gilbert qui n'arrive pas à parler dans la conférence, mais il t'avait transmis une question peut-être un peu longue, que je résume peut-être avec son titre est-ce que la crise sanitaire écologique est une opportunité quelque part pour le socialisme? Oui, il m'a transmis cette question. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Disons que les Chinois n'ont pas attendu l'épidémie actuelle pour commencer ce qu'il faut. Ils n'ont pas attendu. Mais c'est sûr que ça ne peut que les renforcer dans leurs convictions socialistes. Au plan international, ça me paraît évident. La démarche qu'ils ont engagée en 2013 ou 2014 avec la route de la soie, qui était une sorte de déclaration gigantesque, consistant à dire au monde entier, voilà, nous avons un projet qui dépasse le cadre de la Chine, qui peut impliquer tous les pays allant de l'Asie, du Sud-Est à l'Europe, en passant soit par le Nord, soit par le Sud. C'est un projet gigantesque, un projet qui avance. La prise de position écologique n'a pas attendu non plus la crise sanitaire actuelle, mais ça ne peut que renforcer leurs convictions et en même temps développer certains points. Alors, je vais dire quelques mots sur la prise de position écologique pour bien, c'est un point qu'on peut travailler. Hein. Les Chinois, il y a une époque, voilà,
en gros, si je résume, il y a eu une époque de transition. C'est 1999-2000, avant et après. Alors, avant, le développement industriel était relativement modeste. Après, entre 2000 et 2010, c'est un développement considérable. Alors là, la pollution a été énorme. Les Chinois le reconnaissent. Et leur position au sein des organismes internationaux consistait à dire nous polluons moins que les Américains et nous sommes un pays en développement. Voilà, c'est leur position. Après 2010-2012, je dirais avec Xi Jinping, leur conviction, leur discours est différent. Ils ne cherchent pas à dire qu'ils sont sous-développés, ils le sont. Ils sont insuffisamment développés, ça c'est clair. Mais ils disent on s'attaque à la corruption. Et ils sont partie prenante des accords de Paris, des différents protocoles qui ont été lancés par les Nations Unies concernant ces problèmes. À la différence des États-Unis, par exemple, qui eux, prennent leur distance avec ces mesures. Alors, il y a toute une série de mesures qui sont prises. J'aurais pu vous photographier les fondations, les fondements, disons le parking de l'immeuble où je suis, et il y a différentes poubelles, des couleurs. Ils sont en train de lancer le tri. Je pourrais prendre des photographies de moi marchant sur les trottoirs et me faisant dépasser, parce que je n'entends pas, par un scooter électrique. Donc il y a obligation à Nany d'avoir des scooters électriques. Les scooters à essence ont été strictement interdits dans cette périphérie. Évidemment, il y a eu des périodes de transition et à un moment donné, ça a été arrêté. Les paysans qui viennent en ville, là, ils n'ont plus le droit de venir avec leur mobilette là, ou leur petite moto à essence. Les bicyclettes électriques sont maintenant en accès libre sur les trottoirs. Les voitures électriques seront certainement parmi les premières vendues dans le monde. Bref, il y a toute une série de dispositions qui ne concernent pas uniquement, qui montrent que la pollution urbaine est prise en compte, la pollution de la nature aussi, la pollution de la nature, oui, la lutte contre la désertification, c'est une réalité aussi. La lutte pour la plantation d'arbres est une réalité. Il y a des tas de films là-dessus. Hein. Récemment, disons, la crise sanitaire m'a conduit à regarder un certain nombre de films chinois qui étaient diffusés gratuitement, contrairement à ce qui s'est passé en France. Et il y a des films émouvants sur le Xinjiang où on voit le bon communiste convaincre les habitants du village de venir planter avec lui. Alors c'est dur, c'est complètement difficile, parce que c'est pas très commode de planter avec une pelle, et c'est bien d'avoir un peu d'aide technique. Bref, je voudrais dire à Gilbert, je vais terminer là-dessus, que la lutte écologique est une exigence. Je pense que ça ne pose aucun problème pour les communistes français. Et c'est une exigence et en même temps, c'est quelque chose que nous pouvons, en tant que communistes, et si nous mettons en place le socialisme, ce sera une vraie lutte. Ce n'est pas une lutte de pacotille avec des gens qui se disent écologistes pour simplement avoir des places de gouvernement. Et ce sera une lutte systématique, de moyens, démocratique, avec les gens, non pas pour foutre en l'air la production d'énergie électrique nucléaire, ce qui est une aberration, mais pour prendre en charge des mesures réelles
de protection des hommes et de la nature, des hommes en tant que membres de la nature. Ok, merci Jean-Claude. Donc la question suivante, elle devrait être posée par Laurent. Donc tu disais tout à l'heure, c'est Laurent Brun, le dirigeant CGT cheminot, qui devrait être présent. Est-ce que tu es là, Laurent? Je suis là, normalement. On t'entend, vas-y. Voilà. Ouais, alors, deux questions, en fait. Une anticipée, puis une qui vient dans la discussion. La première question, c'est le rapport au marché monétaire, on va dire, mondial, parce que pour la SNCF, en ce moment, l'une des questions, c'est comment se financer. Il y a eu des émissions d'obligations qui ont été faites sur les marchés à hauteur de 1,2 milliard. Et en fait, la difficulté de la SNCF, c'est les marchés européens sont saturés, on va dire. Donc, on va se financer sur les marchés américains. Et quand on se finance sur les marchés américains au niveau des dettes au travers le dollar, ben, on est soumis aux règles extraterritoriales américaines. Et c'est ce qui notamment a empêché la SNCF d'investir à Cuba parce que menacée de lourdes sanctions financières. Donc, comment la Chine gère cette question monétaire et cette espèce de guerre financière avec les États-Unis, parce qu'on voit bien quand même qu'ils vont bien lancer l'offensive. Et puis la deuxième question, qui est là pour le coup plus celle du syndicaliste, c'est que tu disais que les entreprises capitalistes qui s'installent en Chine, bon alors moi je pense à Foxconn parce qu'on a beaucoup parlé à une époque, elles sont empêchées de se développer de manière capitaliste. Comment ça se passe les luttes sociales en Chine, les grèves, ce qu'on peut connaître en France, quoi, les manifs ou les trucs comme ça. D'abord, est-ce qu'il y en a et puis comment ça se passe dans ce genre de boîte, enfin, qu'est-ce que ça a comme comment ça fonctionne, quoi. Ok. Bon. Alors, comment financer? La Chine a un financement, un mode de financement qui est différent de celui de l'Amérique. C'est un financement principalement bancaire. Ce n'est pas un financement par les marchés financiers. Alors, il y a un tel besoin de capitaux dans ce pays que les dirigeants actuels sont en train de réfléchir à la façon d'utiliser les flux de capitaux disponibles dans le monde, sans courir le risque que font courir ces capitaux, qui peut être un risque de taux d'intérêt, un risque de monnaie, un risque de contraintes aussi politiques. Il n'y a jamais de financement innocent. Alors, le fait que ce soit un financement bancaire change les choses. Mais alors ça crée des problèmes parce que chacun veut son métro. Voilà, le problème, c'est l'importance des besoins à satisfaire. Donc, chaque ville veut son métro, et il n'y a pas que le métro à satisfaire. Il y a aussi les hôpitaux, il y a les infrastructures urbaines, il y a les centres de tri et de nettoyage des eaux usées, il y a les canalisations, il y a les logements, bref, je ne sais pas où et il y a les infrastructures ferroviaires. Alors, il y a des émissions d'obligations qui sont placées sur le marché chinois et il y a un crédit bancaire très important. Et ce crédit bancaire est fait par des entreprises d'État et les entreprises d'État, elles ont un biais, mais qui en l'occurrence est favorable au financement, c'est qu'elles préfèrent prêter aux entreprises publiques que aux entreprises privées. Alors les entreprises privées gueulent, elles veulent aussi du financement, et c'est l'un des problèmes à résoudre.
Donc, il y a un financement public, bancaire, des infrastructures, avec, et il faut croire que ça marche, parce que l'infrastructure routière, ferroviaire et d'avions de la Chine est très, très honorable. C'est de cette manière une des manières de construire la nation chinoise au plan économique. Voilà la première réponse que je donne. Financer le développement socialiste par l'intermédiaire des marchés internationaux, et notamment par l'intermédiaire des marchés américains, c'est l'indication, c'est donner le capitalisme monopoliste financier lorsqu'il a pris en charge les affaires du monde développées après 1970, mais c'est une catastrophe. Il faut reconnaître que c'est une catastrophe, mais pour la classe dominante, ce n'est pas une catastrophe, c'est une façon de contraindre les peuples. Les Chinois pensent utiliser autant que possible les crédits internationaux, mais en responsabilisant au maximum les entreprises créditrices et en évitant au maximum les risques que cette liaison avec le marché international et capitaux risque de faire peser sur l'économie chinoise. Alors, les entreprises capitalistes. Ben, là aussi, il faut distinguer deux phases. Je dirais, la première phase s'est déroulée jusqu'en 2008-2010. Laurent vient de faire allusion à Foxconn, l'entreprise taïwanaise, dans laquelle se sont produits un nombre important de suicides, important, une dizaine, une vingtaine, mais c'est déjà trop, parce que les Chinois ont été naïfs. À mon avis, ils ont été naïfs, ils n'ont pas vu le danger. Ils ont dit aux entreprises étrangères, venez, et ils ont cru que les entreprises étrangères allaient leur apporter la technologie. Les entreprises étrangères n'ont pas apporté la technologie, elles ont apporté des matériels sains, et elles ont dit, on a une classe ouvrière chinoise là, qui est totalement sous-développée, on va l'exploiter au maximum, hein, et vraiment au maximum. Alors, ouais, c'est un phénomène qui est bien connu. Il y a tous ces jeunes gens, ces jeunes filles qui arrivaient de la campagne, qui avaient besoin d'argent. Hein, et donc, elles acceptaient des conditions très, très dures, une discipline de dortoir. Il y a eu ces suicides, il y a eu un écho international. Les Chinois se sont mis à ce moment-là à réfléchir et ça a complètement changé, en ce sens que les directions du syndicat ont veillé à ce qu'il y ait des syndicats dans toutes les entreprises étrangères. Et il y a eu une politique salariale différente qui s'est mise en place avec des contraintes de niveau de salaire et une politique sociale et une politique juridique. Voilà. Donc 2010, c'est un moment de crise dans le mouvement syndical chinois, mais en même temps, c'est un mouvement de réorientation et d'amélioration du fonctionnement de l'université. Quand je le disais tout à l'heure, je voudrais terminer là-dessus, Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que la classe ouvrière chinoise est une classe totalement jeune. C'est une classe qui apprend. Il y a une dizaine d'années, il y avait des sottises qui étaient faites par les ouvriers chinois qui ne se font plus. Et il y a une maîtrise, je veux dire, il y a des maîtres, des ingénieurs,
des techniciens qui sont formés et qui font que la production, elle avance en qualité considérablement. Mais la conscience n'est pas la même. La conscience n'est pas encore ouverte. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que il se trouve que je connais un petit peu le milieu des avocats et les ouvriers ont la possibilité de mobiliser gratuitement un avocat lorsqu'ils ont des problèmes. Alors, ils le font difficilement. Et quand ils le font, c'est souvent avec un esprit rikiki. C'est comment résoudre mon problème, mais sans le dire aux autres. Parce que si je résous mon problème et que les autres sont au courant, alors ça va compliquer les choses et tout le monde va vouloir le faire. Et moi, je vais... Voilà. C'est vous dire que c'est un état d'esprit qui nous surprend un petit peu quand on est habitué à la lutte des classes en France, tout simplement. Et cette façon de faire ne me paraît pas, je pense, d'une façon acceptable. Et quand je dis que il y a que la Chine doit être notre allié, je ne pense pas que c'est uniquement une connaissance descendante. Voilà. Je pense que nous avons aussi, de manière fraternelle, des choses à apporter à la société chinoise et notamment au monde du travail chinois. J'en dis pas plus parce que ce que je dis là est un peu abstrait. Je tire ça de mon chapeau. Après tout, je ne suis pas lié et je n'ai pas la capacité de téléphoner tous les matins. Et le Parti communiste chinois est un parti qui fonctionne, et les syndicats aussi, de manière différente de celle auxquelles nous sommes habitués. Alors, mais moi, je crois, c'est ma conviction, c'est que nous apporterions des choses. Nous, toi, Laurent, et tes copains du syndicat. Voilà ce que je peux dire. Je ne te vois absolument plus. Tu as disparu du champ. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Jean-Claude. Je pense que Oui. Laurent, par économie, avait coupé le. Vas-y, Laurent. Voilà, c'est ça. On t'a très bien entendu. Oui, c'est pour ça qu'en ce moment, on mène une bataille pour reprendre des contacts avec les syndicats chinois parce que ça Moi, je évite beaucoup n'entends pas bien, Laurent. Ah, merde. En tout cas, merci des explications et notamment sur la question des phases là, de visite et suivantes. Merci. Ok. Bon. Ok, merci Laurent. Juste pour info, on avait eu aux rencontres internationalistes à Vénissieux une intervention d'un camarade lyonnais qui était inspecteur du travail et qui allait périodiquement en Chine pour aider à la mise en place de l'inspection du travail en Chine. C'était un sujet assez intéressant. Donc après, je propose à Pascal de poser les deux questions qu'on avait préparées. Pascal, t'es par là? J'y suis là. Vas-y. Vous m'entendez? C'est bon. Vous m'entendez? Bon, en fait, juste une réflexion. Je pense que je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-Claude. Le socialisme, c'est effectivement un problème de rupture avec le capitalisme, rupture à différents niveaux, mais ça dit pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le point zéro, c'est le point de départ. Mais après, s'ouvre une période de dynamique, de construction, effectivement, du socialisme. Et les choses, c'est pas parce que du jour au lendemain, on prend le pouvoir, que les choses sont décrétées et que tout va pour le mieux. Il faut derrière construire. Alors moi, une des premières questions que j'avais, mais tu as répondu en partie, notamment à Laurent Brun, c'était par rapport à bon, Pierre-Alain a résumé la fiscalité du capital en Chine. Moi, je vois plutôt le capitalisme se caractérise donc par l'exploitation de l'homme par l'homme et par le prélèvement de la plus-value, c'est-à-dire le surtravail. Et ma question était celle-ci. Bon, en France, on se rend bien compte que quand Ambroise Croizat a fait la sécurité sociale à la Libération,
il a ponctionné directement sur la plus-value. Et une des choses qui déplaît fortement au patronat français, à la grande bourgeoisie, c'est ça notamment, c'est ce qu'ils combattent. Et quand Rocard a créé la CSG, il a court-circuité effectivement les cotisations, c'est-à-dire le prélèvement sur la plus-value qu'il a directement pris dans la poche des travailleurs. Donc cet aspect-là, à mon avis, est quand même fondamentale. Et ma question était celle-ci. Est-ce qu'en Chine, les entreprises capitalistes sont directement libres de faire ce qu'elles veulent avec la plus-value, ou est-ce que au niveau de l'État, du gouvernement chinois, il y a une fiscalité qui dit nous, on va prendre sur cette plus-value pour financer les transports, la santé, etc., etc. Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils sont libres ou pas? Il y a une planification en Chine. Et ce n'est pas une planification impérative et bureaucratique, mais c'est quand même de la part des ministères, l'élaboration, et donc de façon coordonnée au niveau de l'État. C'est donc de façon, il y a une planification des financements et des opérations en entrepreneur. Alors, dans ce contexte, certainement, là, je ne vais pas te donner totalement précise, mais il y a des opérations, des entreprises étrangères. Je vais te donner quelques chiffres, Pascal, concernant la fiscalité. Voilà, en gros, la fiscalité chinoise, le système fiscal est un système qui se met en place. Il n'est pas encore totalement en place, mais il se met en place. C'est un système moderne, c'est-à-dire qu'il repose de plus en plus sur l'impôt de la valeur ajoutée et l'impôt sur les bénéfices des entreprises. C'est un système qui était disjoint entre une fiscalité d'État et une fiscalité, enfin d'État, je veux dire, d'État chinois au niveau supérieur et d'État provincial. Il y a, depuis 2018, une réunification de ces deux niveaux. Alors, là, voilà les taux qui sont pratiqués. La corporate tax, c'est-à-dire l'impôt sur le bénéfice, a été initialement de 33%. Je crois que c'était ce niveau-là en France. Il est aujourd'hui de 25%. Bon, si on suppose que les bénéfices des entreprises représentent la part de plus-value qu'elles s'approprient, ça veut dire que l'État chinois prélève un quart de cette plus-value pour ses propres besoins. Mais il ne fait pas que prélever un quart de la plus-value des grandes entreprises, il oriente en même temps l'action des entreprises dans tel ou tel secteur ou dans telle ou telle direction. Et les grandes entreprises qui viennent en Chine, elles ne sont pas seulement obligées de respecter la législation sociale. Maintenant, je tendrais à dire que la législation sociale est sans doute mieux respectée dans ces grandes entreprises étrangères parce qu'elles savent qu'elles sont sous le regard des Chinois et du pouvoir. Donc, elles respectent mieux que dans certaines entreprises chinoises. Mais elles ne font pas seulement que payer une part d'impôt, elles contribuent au développement national et de plus en plus, elles sont obligées, ça fait partie des contrats. Voilà. La Chine est un état de droit, c'est-à-dire qu'elle fait venir une entreprise parce que l'entreprise veut bien, mais il y a un contrat. Et dans le contrat, parce que ça ne se faisait pas automatiquement, eh bien, il y a des clauses concernant la transmission des technologies. Voilà. Vous, Siemens, vous venez en Chine, vous nous apprendrez à bien construire des rames de train. Vous,
telle entreprise française, vous venez en France, bah, vous nous apprendrez à faire telle ou telle chose, vous formerez des techniciens chinois. Deuxième type d'impôt, c'est la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, nous sommes habitués de dire que c'est dégueulasse, c'est les conservateurs qui la payent. C'est vrai, c'est les conservateurs qui la payent. Mais donc, le problème, c'est la question du taux. Le taux de valeur ajoutée qui est l'impôt sur la consommation de plus en plus pratiqué, facile, si je peux dire, à prélever, est aujourd'hui en Chine de 13%. Je crois que les taux en France sont supérieurs à 13%. Ils étaient initialement de 17-16%. Ils ont été portés, et non seulement en fonction de la crise sanitaire, à ce taux de 13%. Je résume, corporate tax 25%, valeur ajoutée 13%. Alors, ton autre question, Pascal, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du socialisme chinois comme en France? Moi, je dirais qu'une leçon, c'est le socialisme n'est pas la fin du marché. C'est pas la fin du marché, on a cru ça. Les grands ancêtres, les fondateurs, le disaient. Ils le disaient parce que, à mon avis, je ne suis pas rentré dans leur tête, ce pouvoir, mais je pense qu'ils voyaient le socialisme, ils le résumaient en un point du temps. En fait, le socialisme, c'est de nombreux points du temps, et c'est une longue période de construction. Et donc, à la fin de la construction socialiste, ça sera sans doute la transition vers le communisme, il y aura la fin du marché. Et je dirais qu'une caractéristique du marché d'économie socialiste, ce n'est pas seulement d'être un marché, mais c'est d'être un marché qui doit disparaître en tant que marché. Et donc, c'est un marché qui doit mettre en place les conditions du non-marché, c'est-à-dire les conditions d'un développement de l'équipement en biens matériels et en connaissances humaines considérables. Un développement que les sociétés capitalistes dominées à l'heure actuelle, le capitalisme industriel, par le capital financier, sont incapables de mettre en place. Le capitalisme industriel a atteint ses limites dans le développement de l'investissement lui-même. Et ce que le socialisme doit prouver, sinon ce n'est pas le socialisme, c'est sa capacité à développer l'investissement industriel de capital fixe et de connaissances et de recherche et de santé et d'école, d'éducation, de telle sorte que le marché s'arrête. Une deuxième chose que l'examen du fonctionnement socialiste chinois nous apprend, c'est que les fonctionnements économiques doivent être négociés. Et donc, il n'est pas interdit de penser, à mon avis, que dans une société socialiste française, dans la démocratie populaire de France, il y ait des entreprises capitalistes. Je ne dis pas un mode de production capitaliste, mais je pense des entreprises capitalistes, des entreprises qui font du profit. Voilà. Vous faites le profit, mais vous ne faites pas la politique de ce pays. La politique, c'est nous, les représentants du peuple. C'est nous, le peuple, qui faisons la politique et qui donnons les directives de fonctionnement de ce pays. Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas de capacité politique, de capacité dans les journaux, de capacité, si vous avez des banques aussi, c'est compréhensible, pour faire votre business, mais ces banques ne vont pas intervenir pour corrompre, par exemple, les députés de l'Assemblée nationale. Donc,
ce que le socialisme aussi nous apprend, et nous pouvons dire ça aux paysans, ils ne seront pas favorables, sans doute, a priori, au socialisme, c'est que la Chine met en place une autre façon de gérer son rapport avec le pays. Je dirais que ça, c'est d'ailleurs une rupture fondamentale avec le socialisme soviétique ou avec le socialisme de l'époque de Mao Tse-tung. Voilà, ce qu'on a demandé en Chine, ça pouvait se comprendre d'ailleurs, mais c'était une erreur. On a demandé aux paysans de financer le développement industriel. Hein, et ça a conduit à écraser les paysans. Hein, c'est un rapport d'exploitation. Pour développer la classe ouvrière, on exploite la paysanne. Politiquement, c'est un désastre. Surtout que ces paysans, c'est eux qui avaient fait la lutte nationale. Ce n'est pas les ouvriers. Les ouvriers avaient été écrabouillés avant. Ils étaient dans leur petit coin. Là. Mais les paysans étaient la masse. Et c'est les paysans qui ont fait à la fois la lutte nationale et la révolution. Eh bien, après Mao Tse-tung, il a commis des erreurs. 30% d'erreurs, dit Deng Xiaoping. C'est dommage que les soviétiques n'aient pas pensé à ça. Ils ont été bêtes quand même. Ils ne voulaient pas d'ailleurs, ces dirigeants soviétiques. Mais bon, je passe. Donc, une autre façon de gérer les rapports avec les paysans qui marche. Et je dirais en même temps, voilà, c'est le dernier point, je m'arrête là-dessus, il y a une façon de gérer le socialisme qui pour nous sera sans doute un apprentissage. Enfin, je pense à ma corporation d'Intello. Voilà, on est habitué, quand on parle du socialisme, à découper les concepts en 25 morceaux, à les recomposer en 18 morceaux, à réessayer, à les découper à nouveau, etc. On se place énormément au niveau théorique. Et au niveau théorique, on avance, mais en même temps, on commet de grosses erreurs, et c'est un petit peu le problème qui s'est posé avec Mao Tse-tung. Mao Tse-tung a apporté au marxisme, c'est une question que vous me posez, Carlin, mais il a apporté au marxisme, mais on ne résout pas les choses de manière théorique uniquement. Il faut les résoudre aussi pratiquement, expérimentalement. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tirer, même si nous sommes un pays de 60 millions d'habitants, ce qui n'est pas grand-chose au regard de la Chine. L'État dans lequel je vis en ce moment, le Guangxi, fait 45 millions d'habitants. La ville de Nanning, sa capitale, c'est une petite ville, elle fait 7 millions d'habitants. Donc nous sommes un petit pays. Et cependant, nous devons penser au caractère expérimental du fonctionnement du système, à mon avis. En tout cas, on peut tirer ça de l'expérience chinoise. Voilà, Pascal. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'avais juste une précision, parce que je sais que tu as les chiffres, mais bon, dans une autre question, je demandais finalement quelle est la part en Chine du public privé et est-ce qu'il y a une limite, je dirais, en dessous de laquelle on ne peut pas descendre pour dire on est encore sous le socialisme ou déjà on est encore sur le capitalisme ou on a basculé dans le socialisme. Est-ce qu'il y a vraiment une limite ou c'est vraiment autre chose qui détermine en tout cas, au départ, en Chine, actuellement, quelle est la part publique-privée? Alors, je vais te donner... Ça, c'est dans ton bouquin. Alors, dans ton bouquin, mais je n'ai pas de chiffres sur la valeur ajoutée, mais j'ai des chiffres sur l'emploi. Alors, privé, ça représente plusieurs choses. Ça représente aussi les paysans. Les paysans, ils sont en coopérative et ils sont un petit peu gestionnaires de leur milieu. Donc, il y a plusieurs choses. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que là, je n'ai pas mon bouquin sous les yeux, et tu pourras regarder, la société chinoise est une société salariale.
pour dire que les salariés font la majorité. Alors, ils font plus de 60%. Et le reste, c'est les paysans, c'est des petits propriétaires. Il y a une grosse partie de petites entreprises. C'est les micro-entreprises. Alors, quand on se balade dans la rue, on voit ces micro-entreprises. C'est un type qui a une chaufferette et qui fait cuire 3 patates douces et il vend ça. Il gagne de quoi manger. Ou bien, le matin, avant d'aller au boulot, il y a quand même un nombre important de ces gens. Les salariés, proprement dit, ça fait à peu près 70%. Alors, et donc c'est une majorité salariale. Deuxième chiffre important, c'est le public, le privé. Le privé est manifestement en développement. Mais combien fait-il Moi, alors, c'est pas commode. Hein. C'est pas commode parce que les statistiques ne donnent pas ces indications. Et donc, je suis obligé de faire des bricolages énormes. Énormes. Moi, j'ai estimé la part des salariés du public en Chine à 20%. Alors, je peux me tromper, ça peut être 25%. 25%. Donc, il y a le quart des salariés des entreprises qui sont des salariés du secteur public. Mais ce secteur public est le secteur le plus capitalistique. Et donc, 25% de l'emploi dans le secteur public, c'est plus que 25% du capital. Mais là encore, j'ai des difficultés à pouvoir mesurer la part du capital privé et public. Ça veut dire que le reste de l'emploi, c'est de l'emploi privé, mais dans cet emploi privé, il y a environ 20% de paysans. Peut-être un peu moins, 20%. Donc 20% de public, 20% d'emplois de paysans, ça nous donne 60% d'emplois salariés d'emplois privés. Dans cet emploi privé, il y a une part des entreprises étrangères, mais les entreprises étrangères ne sont pas très importantes. Là aussi, elles sont sans doute plus capitalistiques que la moyenne, mais elles font 5% d'emploi total. Et donc, l'emploi privé chinois, comme on dit, va être principalement un emploi de petites et moyennes entreprises et un emploi de micro-entreprises. Donc, les micro-entreprises, c'est les travailleurs de la rue, quoi. Et ceux-là, il faut, on va dire, mettre un paquet. Et les entreprises privées chinoises, certaines sont très grosses. Par exemple, Huawei, celle qui est en train de mettre au point et de diffuser en Chine la 5G. Vous savez ce que c'est, Huawei, ou bien Lenovo, les Asus, les ordinateurs. Alors, est-ce qu'il y a un seuil? Moi, je dirais que ça ne se pose pas de manière statistique. Il y a un principe. Le principe, c'est l'exercice de la dictature démocratique. Tout part de ce principe. La dictature démocratique du peuple ne concerne pas que les entreprises publiques. La dictature démocratique du peuple concerne les paysans, elle concerne aussi les entreprises privées. Alors, comment les concerne-t-elle? Est-ce que ça veut dire qu'on va fusiller machin? Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une planification centrale de l'État qui inclut tous ces secteurs. Et tous ces secteurs sont planifiés, non pas de manière bureaucratique, mais avec certaines discussions. Et en même temps, avec une connaissance fine des problèmes, de la sociologie, des difficultés, et aussi globale,
des quantités de financement disponibles, des urgences, des besoins des consommateurs d'abord. Il y a ce réseau de décisions qui font qu'il y a un plan. Ce plan est un plan indicatif avec des dispositions fiscales, des dispositions bancaires, et année par année, c'est suivi. Et il y a une discussion, parce qu'il faut corriger ce plan, cet autre plan. Voilà. Ça, c'est l'une des éléments qui fait la différence. Le deuxième élément qui fait la différence, c'est la décision de secteur clé. Dans une économie, l'armement, théoriquement, ne peut pas être un armement privé, c'est vrai. Alors, aux États-Unis, oui, ils font une interprétation maintenant du secteur public et du secteur privé. Mais aussi, c'est pourquoi, fort heureusement, leur industrie d'armement est polluée par des taux de corruption que nous n'imaginons pas. Et en même temps, cette industrie d'armement est une industrie pourrie, démocratique, au plan démocratique. Donc, l'armement, mais ça va être aussi les rails, le train, les transports, ça va être une partie du financement bancaire. On ne peut pas imaginer qu'un pays socialiste puisse se développer en tant que pays socialiste avec des banques américaines ou privées qui font n'importe quoi, sauf développer. Et en tout cas, ne vont pas être. Les banques publiques, déjà, elles n'obéissent que difficilement et il faut les faire obéir. La dictature démocratique du peuple doit aussi s'exercer à l'encontre de ce secteur public qui atteint de telles proportions que ce sont des pouvoirs. Il faut préparer en France à discuter avec le secteur public aussi et à mettre en route les salariés de ces secteurs publics pour que les directions qui, elles, ont des objectifs technocratiques, peut-être, eh bien, soient obligés de suivre les choses parce que les consommateurs auront une liaison avec l'activité de ces entreprises et parce que les salariés de ces entreprises seront le reflet fidèle et actif de ces indications des consommateurs. Je ne sais pas, voilà Pascal, si j'ai répondu au cours. Merci, très bien. Très bien. Bien, ben, je ne sais pas, il me semble que finalement, ce dernier échange est très utile pour se dire qu'il faut une suite. Ça fait 1h40 qu'on est ensemble, un peu plus, après des débuts un peu difficiles. Je vous propose peut-être d'en rester là, de remercier Jean-Claude et tous les participants. On a été 32 dans cette conférence. Donc elle est enregistrée, on va en faire une vidéo qui sera publiée. J'ai raté juste un peu le début, mais c'est pas trop grave, puisque c'était un peu galère. Il me semble que sur les questions que ça nous pose sur le socialisme en France, il y a plein de sujets qui ont été abordés qui mériteraient sans doute d'interpeller, d'interroger d'autres intervenants potentiels. Il y a toute la question qu'on n'a pas évoquée des autres socialismes, le socialisme soviétique, brièvement, indirectement à un ou deux moments, mais aussi le socialisme cubain, donc ce qui pourrait faire l'objet d'autres conférences. Donc on appelle tous ceux qui ont des suggestions pour organiser ce cycle de conférences à nous contacter pour organiser la suite. On a une petite hésitation sur le bon rythme. Bon, d'abord, on apprend sur l'aspect technique de la visio, donc ça a été un peu douloureux au début, mais on se rend compte que c'est possible. C'est quand même aussi pratique, donc même après déconfinement, est-ce que c'est pas une forme qu'il faut qu'on conserve pour d'autres conférences sur le principe? Et quel est le bon rythme? Donc peut-être là je fais un tour, si certains veulent répondre oralement ou par le chat, est-ce qu'on vise un rythme mensuel ou faut-il essayer d'être plus ambitieux avec plus de fréquences?
Et est-ce qu'on prévoit la prochaine conférence dans 2 semaines ou dans un mois, en gros, quoi?